Miesa repose sur les draps clairs de la chambre. Elle observe Eric avec une mélancolie que le silence rend plus pesante. Elle évoque l'intimité délaissée entre eux, ces moments qui, pour elle, ne relèvent pas seulement de la lignée, mais témoignent de la force de leur attachement. Eric garde d'abord le silence, puis finit par confier son inquiétude pour sa santé. Il craint qu'une grossesse ne mette sa vie en danger tant qu'elle ne sera pas complètement rétablie. Miesa refuse cette protection qu'elle juge excessive et exprime son besoin d'être désirée en tant que femme, et non simplement protégée comme une parente. Eric, gagné par l'émotion, réduit la distance qui les sépare. Il lui avoue que sa présence est pour lui une lumière constante, que son sourire possède une douceur qui touche profondément son cœur et qu'il doit chaque jour faire preuve de retenue pour la préserver. Leurs doutes s'apaisent dans une étreinte partagée. Le calme revient dans la pièce. La conversation dévie alors vers les affaires du royaume. Ils évoquent l'Akan et les tensions qui traversent les familles nobles. Miesa suggère que le soutien politique des Chladni constituerait un avantage déterminant pour stabiliser le pouvoir. Eric écoute ses analyses avec sérieux et reconnaît la justesse de ses paroles. Pourtant, l'idée de voir Miesa accéder à de hautes responsabilités l'inquiète. Il mesure les risques qu'une telle ascension pourrait lui faire porter. Plus tard, au palais, une assemblée de nobles occupe une salle imposante. Un homme marqué par les années prend la parole et annonce sa volonté de désigner un successeur, ses forces l'abandonnant peu à peu. Eric se tient parmi les dignitaires présents. Le souverain ordonne l'ouverture de la séance. Les enjeux de pouvoir deviennent dès lors le centre de toutes les attentions. Plus tard, le jour se lève sur le domaine des Chladni. Dans l'intimité de ses appartements, Miesa se prépare, assistée de sa suivante. Jela semble préoccupée par les précautions que le couple doit prendre. Miesa la rassure d'une voix calme. Elle explique que des mesures ont été arrêtées pour éviter une grossesse. La conversation dévie alors vers une méthode naturelle évoquée par la servante, mais Eric avait exprimé son désaccord sur ce point. Jela présente ses excuses pour son indiscrétion. Miesa ne lui en tient pas rigueur et se hâte de rejoindre la marquise pour ses études. Dans les couloirs, leur course est interrompue par la gouvernante. Celle-ci paraît troublée. Elle prétend avoir oublié des ouvrages destinés à la jeune maîtresse avant de s'éclipser rapidement. Ce comportement inhabituel laisse les deux femmes songeuses, mais l'heure exige la solennité. La cérémonie de succession commence dans la grande salle. Eric se tient devant l'assemblée des nobles et des vassaux. Le moment est grave. Il prête serment de protéger le nom et la gloire de sa lignée. Son regard reste ferme. Parmi l'assistance, son oncle Khalid manifeste son hostilité. Il refuse de se lever pour reconnaître le nouveau chef. Eric l'invite à se rasseoir avec une politesse glaciale. Khalid finit par éclater. Il conteste la légitimité de son neveu et dénonce l'exclusion de son propre fils, Ambéric. Ses paroles sont dures. Il s'en prend ensuite à Miesa, la jugeant incapable d'assumer son rôle de maîtresse de maison en raison de sa fragilité. Il évoque d'anciens projets de mariage avec la famille Crispen. Eric répond avec une précision implacable. Il rappelle la trahison des Crispen, leur alliance avec le roi et leur manœuvre de l'ombre. Il souligne la faiblesse du marquis Crispin, manipulé par le souverain. Face aux cris de son oncle, Eric reste impassible. Il affirme que Miesa restera son épouse et qu'elle sera protégée. Pour les fonctions officielles, il suggère de choisir une autre personne au sein du clan. L'assemblée s'agite. Les murmures de convoitise remplacent les critiques. Eric pose alors ses conditions. Il autorise ceux qui doutent de lui à partir sans crainte de représailles immédiates. Toutefois, il précise que leur départ sera définitif. En cas de succès de la rébellion, ils seront vus comme des lâches. En cas d'échec, ils seront des traîtres. Le silence retombe sur la salle. Le soir venu, Eric retrouve Miesa et sa mère. Il assure à sa femme que son nouveau titre ne change rien à leur relation. Il n'y a aucune urgence. Il attendra le moment où elle pourra révéler sa véritable identité. La marquise observe le couple et annonce qu'elle a une idée pour l'avenir. Eric affirme à Miesa plus tard que tout s'était déroulé comme il l'avait anticipé.
Son oncle Khalid avait échoué dans ses manœuvres pour entraver sa succession. Pourtant, une ombre persistait quant à la place de Mieza dans la demeure. Éric souhaitait confier les responsabilités de maîtresse de maison à un autre membre de la famille, craignant que le secret de son épouse ne soit mis en danger par les exigences de l'intendance et les obligations mondaines. Mieza écoutait les explications de son époux sur ce rôle complexe. Elle se sentait étrangère au code de la noblesse. Les souvenirs de bals passés la hantaient, lui rappelant son sentiment d'illégitimité. Elle redoutait de ne pas pouvoir épauler Éric dans ses nouvelles fonctions. La marquise observait la scène avec une attention silencieuse. Elle estimait que Mieza était promise à un destin plus vaste que l'ombre d'un foyer. Elle proposa alors une solution inattendue. Mieza pourrait l'accompagner dans le monde sous une identité secrète. Éric s'opposa fermement à ce projet qu'il jugeait périlleux. Il redoutait les conséquences d'un tel risque. Sa mère lui rappela la force dont Mieza avait fait preuve en quittant sa cage dorée pour protéger les siens. En voulant la surprotéger, Éric risquait d'ignorer la volonté de celle qu'il aimait. Le jeune chef de famille se retrouva alors confronté à ses propres doutes. Le moment de la transformation arriva. Mieza apparut, les cheveux sombres et le visage maquillé. Elle était devenue une autre femme, méconnaissable aux yeux de tous. Éric resta muet devant cette métamorphose. Il finit par admettre que ce déguisement lui convenait. Mieza exprima le désir de tester sa nouvelle apparence en ville. Elle souhaitait marcher parmi les inconnus et s'exercer à la vie sociale. Éric tenta de restreindre ses mouvements, inquiet pour sa sécurité. Sa rigidité provoqua la tristesse de la jeune femme. Réalisant son erreur, il s'excusa pour ses paroles maladroites. Éric observe le visage de Mieza avec une attention mêlée de crainte. Il propose de masquer davantage ses traits ou de doubler son voile pour garantir son anonymat. La marquise contemple la scène avec une ironie discrète. 3 jours s'écoulent avant que le projet ne prenne forme. Mieza se présente, prête pour le départ. Elle porte une robe au ton violet et un chapeau dont le voile dissimule sa chevelure. Éric impose des règles strictes. La sortie ne durera qu'1 heure et se limitera aux boutiques qu'il a lui-même choisies. Mieza manifeste un bonheur simple que son époux ne parvient pas à partager. La marquise intervient pour offrir une bourse d'argent conséquente. Elle souligne avec calme que le temps accordé par son fils est dérisoire pour une telle expédition. Avant le départ, Éric prend Mieza à part. Il s'approche d'elle et lui répète de revenir au moindre signe de danger. Il lui demande de ne suivre personne et de rester sur ses gardes. Cullen attend près de l'attelage. Il se souvient de l'entretien privé qu'il a eu avec son maître dans la pénombre du bureau lorsque Éric lui a ordonné de protéger cette personne en secret sans chercher à découvrir son identité. Le garde observe la jeune femme s'approcher de la voiture. Il remarque une grâce et une noblesse qui lui rappellent la maîtresse de maison. Malgré le déguisement, une aura singulière émane de sa personne. Cullen ressent une émotion soudaine devant ce sourire qu'il devine sous le tissu. Il assure Éric de sa vigilance absolue. La ville s'animait sous un soleil clair. Mieza et sa suivante Jella franchirent le seuil d'une pâtisserie renommée. L'étalage proposait des douceurs dont le prix avait doublé en peu de temps. Le marchand justifiait cette hausse par la crise et le coût des produits importés. Jella tenta de négocier, mais l'homme se montra brusque. Il exigeait le paiement ou le départ de ses clientes. Mieza intervint avec calme et demanda à sa suivante de régler la somme demandée sans plus attendre. Dans l'ombre de la boutique, Cullen observait la scène. Mieza utilisa alors ses mains pour former des signes discrets. Le garde reconnut immédiatement le langage des signes des Chladni, ce code secret réservé aux chevaliers et à la haute noblesse. Cette découverte provoqua un trouble profond chez lui. Il s'interrogea sur la nature réelle de cette femme. Une fois à l'extérieur, ils s'assirent sur un banc. Mieza savoura une tarte aux fraises avec une grâce qui ne correspondait pas à son habitude. Cullen nota chaque détail. Il savait que les demoiselles de sang noble ne mangeaient pas ainsi dans la rue. Il commença à envisager des hypothèses sombres. Elle pouvait être une doublure de la jeune maîtresse ou une personne engagée pour une mission périlleuse. La situation du grand-duc exigeait parfois de telles solutions.
Malgré ses doutes, Cullen ressentit un soulagement inexplicable en sa présence. Ils se dirigèrent ensuite vers une boutique de vêtements de luxe. La propriétaire les accueillit avec une déférence marquée. Elle mentionna un acompte important versé pour préparer des tenues de banquet. La femme se montra curieuse et chercha à deviner le lien entre Mieza et celui qui a fait la réservation. Elle proposa des modèles dévoilant les épaules. Mieza refusa fermement, prétextant la présence de cicatrices sur son dos pour garder son voile et une robe montante. Cullen intervint pour écarter la main de la couturière qui devenait trop familière. Alors qu'il s'approchait des cabines d'essayage, un homme apparut. Il portait un manteau de fourrure blanche imposant. Sa présence stoppa net le mouvement de Mieza. Le regard de la jeune femme se fixa sur cet inconnu dont l'allure contrastait avec le reste de la pièce.